Alors, il y a une réalité derrière ça et une exagération. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'est la vie quotidienne. Voilà, donc 3 points. Premier point, la réalité. Oui, Marseille est un des hauts lieux du grand banditisme en France, et en particulier du narco-banditisme, pour des raisons qui sont liées à l'histoire, à la géopolitique, et au fait que Marseille est un port, une plaque tournante de circulation de biens et de personnes, et elle l'est depuis très longtemps. Elle l'est depuis en fait l'époque coloniale. L'exagération, ça consiste à penser que c'est quelque chose d'unique et qui singularise absolument la ville de Marseille. Ce qui n'est pas le cas. Il y a d'autres plaques tournantes du narcobanditisme en France. Donc c'est historiquement très fort à Marseille, mais ça n'est pas non plus unique en France, évidemment encore moins à l'échelle européenne. Et puis le troisième élément, c'est l'erreur fondamentale des représentations des imaginaires consiste à penser que parce que donc il y a des bandits, ça veut dire que la vie quotidienne pour tous les habitants de Marseille est plus dangereuse qu'ailleurs. Et ça, c'est ce qu'on a pu montrer à la fois en croisant l'analyse des données policières et de l'enquête en population générale que nous avons faite, et qui montre au final que la vie quotidienne à Marseille est pas plus dangereuse qu'ailleurs. Voilà, c'est une fausse représentation, c'est un imaginaire. Dans le discours des politiciens et du marketing des industriels, qui sont évidemment les deux forces actives qui soutiennent le développement de la vidéosurveillance, ça va révolutionner l'élucidation policière. Ça, c'est le mythe, ce que j'appelle le vidéo flag. Dans la réalité, ça n'arrive quasiment jamais. Ce qu'on trouve le plus souvent dans les procédures policières comme élément de preuve, ce sont en fait des preuves indirectes, et par ailleurs, la quantité, la proportion est minime. Cette proportion est comprise entre 0 et 3%. Quant à la contribution en direct, là aussi, en réalité, la contribution est absolument minime, que la plupart du temps, les gens ne voient rien du tout. C'est que comme en fait, les gens qui sont payés pour regarder les écrans à longueur de journée, non, ils passent pas leur journée à regarder des faits de délinquance en train de se commettre, c'est pas vrai. Comme on veut pas du coup les renvoyer vers autre chose, eh ben on détourne la vidéosurveillance pour que ce soit quand même rentable à autre chose. Et cette autre chose, il a un nom, ça s'appelle la vidéo-verbalisation des infractions routières, à savoir coller des PV, que ce soit pour du stationnement gênant ou depuis une loi de décembre 2016, en fait, pour tous les types d'infractions routières. Je l'ai montré dans le cas de la grande ville, Marseille, et j'ai montré que c'est de très très loin le cœur, en fait, de l'activité répressive du système. Et puis, dernière chose, c'est que, évidemment, et contrairement au discours politique, les caméras de vidéosurveillance n'ont jamais protégé personne du risque terroriste. C'est même la plus sinistre plaisanterie qu'on puisse imaginer. Il y a des gens qui, dans un mélange de conviction et de ce qu'ils pensent être leur intérêt électoral, ont décidé que leur action consistera en un affichage sécuritaire. C'est concret, ça se voit, ça peut faire des bons articles de presse. C'est pas la seule raison. Il y a tout un ensemble de pressions qui font que beaucoup d'élus qui ne partagent pas cette idéologie sécuritaire vont également investir et engager de plus en plus leur commune dans l'investissement financier pour la vidéosurveillance, qui vont les amener finalement à être conformistes au sens où ils ont l'impression que c'est la norme et que c'est eux qui seraient bizarres, vous voyez, qui seraient étranges, déviants s'ils ne suivaient pas la norme. D'abord, il subit la pression de son opposition, qui elle va s'emparer de ça. La deuxième, c'est que le maire subit en permanence la pression de l'État, qui vient par la préfecture et qui vient par le commissariat de police ou le commandant de brigade de gendarmerie. Troisième chose, il va également subir la pression de sa propre police municipale. Comme c'est la ville qui paye, c'est également la police municipale qui gère. Donc en général, ils sont très contents de faire ça. Parce que quelque part, ça les professionnalise, ça les légitime, ils se sentent plus forts et plus crédibles en faisant ça. Il peut y avoir également des pressions des assurances. Lorsque vous organisez des événements, vous avez de plus en plus, même dans les contrats d'assurance, des clauses qui vous imposent de mettre de la vidéosurveillance. Il y a un ensemble de pressions qui vont s'exercer sur un élu, qui vont faire qu'au bout d'un moment, il a vraiment davantage intérêt à le faire que ne pas le faire. L'ancien maire de Marseille, M. Gaudin, sous la pression politique et médiatique, il a fini par céder en 2011 et accepter d'engager financièrement de manière très importante la ville de Marseille, qui a largement copié la ville de Nice, avec les deux manettes, les deux leviers classiques des élus municipaux sur cette question-là, qui sont d'un côté la police municipale et de l'autre la vidéosurveillance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les industriels, à la différence des autres acteurs, ils savent ce qu'ils font, ils ont un business plan, ils ont un projet de développement. Il faut comprendre que c'est exactement comme pour le smartphone. Au moment où vous achetez le 5, dans le laboratoire du fabricant, le 6 est déjà au point. Simplement, on attendra d'avoir épuisé le marché du 5 et l'année d'après, on vous vendra le 6. C'est du développement industriel et marketing de base. Et à la fin de mon livre, j'annonçais que les prochaines étapes, ce serait 1, la reconnaissance faciale, 2, les drones.
Et c'est exactement, comme par hasard, ce qui se passe au moment même où nous parlons aujourd'hui, hein, dans la fameuse nouvelle loi sécurité globale, etc., qui a eu pour prétexte, comme d'habitude, un acte terroriste, hein, et qui, comme d'habitude, met tout le monde en panique, comme si on ne savait plus rien, il faudrait du jour au lendemain sortir des choses. Et qu'est-ce qui sort? Ben, il sort évidemment ce que les industriels ont dans les cartons depuis un moment. Et le drame de l'histoire, c'est que non seulement ça sert pas à grand-chose, mais que par ailleurs, ça coûte très cher. Dans toutes les villes où j'ai travaillé, j'ai calculé ces budgets qui sont cachés, parce qu'en fait, ils sont sur plusieurs lignes budgétaires différentes. Quand on est sur des grandes villes, comme Nice, comme Marseille, hein, on est en train de parler de dizaines de millions d'euros par an. C'est quelque chose que je fais aussi à la fin de mon livre, c'est-à-dire rapporter ensuite dans chaque ville, faire un espèce de calcul coût-bénéfice en se disant, donc voilà ce qui est réellement dépensé, voilà ce que ça rapporte réellement, voilà par ailleurs quels sont les besoins qu'on peut diagnostiquer sur le territoire de cette commune. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ou encore question supplémentaire, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec la même somme d'argent? Mais avec le même argent, on pourrait faire sans doute des choses au moins aussi intéressantes, voire plus rentables dans l'intérêt général.